Messieurs le Président de la RDC, Monsieur Félix Tshisekedi. Vous venez de recevoir votre homologue français pour un tête-à-tête. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les conclusions de ces échanges et qu'est-ce qu'on peut dire sur la relation franco-congolaise? Où est-ce que nous en sommes? Merci, madame. Avant toute chose, je voudrais souhaiter la bienvenue au président de la République française, le président Emmanuel Macron. Cher Emmanuel, il nous fait un grand plaisir de venir en ce moment à Kinshasa, capitale du pays où nous sommes victimes d'une agression injuste et barbare. Debout les Africaines, debout les Africains. Dialogue de sourds. Dialogue de sourds. À Kinshasa. Entre les présidents français Emmanuel Macron et congolais Félix Tshisekedi. L'échec confirmé de la tournée de Macron en Afrique. L'échec confirmé de la France. Je vous salue, amis européens, amis asiatiques, amis américains des luttes africaines pour la liberté. Analyse d'une conférence de presse cacophonique, une conférence de presse chaotique, une conférence de presse pataquès qui vient de se dérouler à Kinshasa, dans notre terre du Congo. Africaines, Africains du continent et des diasporas, amis asiatiques, européens, américains des luttes africaines pour la liberté, il vient de se tenir à Kinshasa, en République démocratique du Congo, une conférence de presse qui restera mémorable, non pas pour l'extraordinaire qualité des idées qui ont été agitées par les deux principaux protagonistes de cette conférence de presse. Elle sera mémorable pour la cacophonie, la confusion, le chaos, le pataquès, l'échec et l'effondrement de la mystification qui auront caractérisé ce moment critique. Oui, à Kinshasa, au Congo, chez nous, sur la terre de Patrice Lumumba, sur la terre de Pierre Moulele, la terre de Simon Kimbangu, sur la terre des grands rois du Congo. s'est déroulé un moment qui montre bien que nos ancêtres se sont reconnectés avec nous. En fait, les deux acteurs semblaient s'être entendus pour tenir à peu près le même langage et pour faire une conférence de presse de façade. Et nous parlerons de leur convergence de façade qui a constitué la première partie de la conférence de presse, c'est-à-dire leurs allocutions respectives. Puis, nous allons nous intéresser au deuxième moment, lorsque les deux protagonistes se sont mis à échanger avec la presse et que soudain, tombée comme une pluie équatoriale, une question d'une journaliste française a amené l'acteur Félix Tshisekedi à perdre ses nerfs et à sabrer dans le scénario qu'il avait rédigé avec son co-acteur Emmanuel Macron. Une seule question a remis en cause tout le scénario et tout le film, toute la réalisation qu'ils avaient prévue. Les deux complices, qui s'appelaient de tu à toi, n'est-ce pas? L'un appelait l'autre Emmanuel et l'autre appelait l'un mon cher Félix. Oui, ils semblaient très amis quand ils entraient dans la salle de conférence et on se serait arrêté à leurs allocutions inaugurales, celle de M. Macron comme celle de M. Tshisekedi, qu'on dirait « Oh là là, quelle belle entente, quelle cordiale fraternité, quelle symbiose, quelle osmose, quelle alchimie. Oh que c'est beau, qu'est-ce qu'ils s'aiment, qu'est-ce qu'ils s'adorent. » On en était presque à célébrer les noces franco-congolaises. On en était presque à célébrer une fédération, une union, une synergie jamais vue entre la République française et la République du Congo
en 63 ans d'histoire prétendument indépendante. Vous savez, la pluie équatoriale n'avertit pas, elle tombe. Un point, c'est tout. Tant pis pour toi si tu te promenais avec un fétiche qui ne doit pas être mouillé. Dans l'équateur, la pluie tombe à tout moment. Et c'est comme cela que les esprits de l'équateur frappent. Sans crier gare, est descendue la foudre de Nzambe à l'intérieur de la conférence de presse. La vérité est descendue dans un éclair. Et tout d'un coup, on découvrait qu'ils sont loin de s'entendre et même qu'ils sont plutôt tendus au lieu de s'être entendus. On découvrait qu'en réalité, ni l'un ni l'autre n'avaient confiance ni en l'un ni en l'autre, ni en ce que l'un et l'autre disaient aux gens. Le poteau rose était découvert. Comme dirait Michel Gou, le mot était lâché. Le mot était lâché. C'était une conférence de presse pour rire, pour ne rien dire. Une conférence de presse pour distraire les Congolais, les Africains, distraire les Français, distraire le monde, pendant que la tragédie du Congo se poursuit. De l'humanité est un atout formidable pour la lutte que nous menons tous contre le réchauffement climatique. Là aussi, nous avons développé une série d'idées et nous sommes arrivés aussi à des conclusions de partenariat importants pour à la fois mettre en avant cet atout considérable. Félix Tshisekedi nous dit, heureusement que Dieu a pensé à moi, Tshisekedi. Dieu a pensé à mon régime. Dieu a pensé au Congo. Il nous a envoyé son fils bien-aimé, Macron. Un peu comme autrefois Jésus-Christ fut envoyé à Bethléem, annoncé par les 3 rois mages. Dieu a tellement aimé le Congo qu'il nous a envoyé son fils, afin que tous ceux qui croient en lui, Macron, soient sauvés. Tshisekedi, grand prêtre de ce paradis artificiel qui tout d'un coup était proclamé au-dessus du Congo, présentait donc le Messie. Avec le président Macron, il se serait entendu pour que la fin soit mise à l'attaque, l'agression du Rwanda. Avec l'amitié, le soutien extraordinaire du président Macron, les processus de Nairobi et de Luanda vont bientôt aboutir. La médiation des présidents Joao Lourenço d'Angola et Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, tout cela va apporter au Congo la paix, l'arôme spirituel. Tout d'un coup, le ciel s'ouvrira et, descendant du ciel, la volonté du Seigneur nous rendra la paix dans notre Congo meurtri. Oui, Félix Tshisekedi, dans son oraison fantastique, dans sa chevauchée amphigorique, Félix Tshisekedi était en verve. Tout allait bien, tout allait mieux dans le meilleur des mondes possibles. Oui, tout d'un coup, nous nous retrouvions dans le château de Tundertentronk, tant décrit dans son magnifique roman métaphysique Candide par l'écrivain Voltaire, Candide ou de l'optimisme. En effet, c'est en brillant dans sa candeur légendaire que Félix Tshisekedi proclamait que l'alliance avec la France était la garantie d'un Congo retrouvant l'optimisme. On était au château de Tundertentronk. Nous étions désormais dans le meilleur des mondes possibles. Nous étions ici dans l'espace leibnizien où le Seigneur aurait choisi d'envoyer précisément à ce moment clé pour le Congo. Monsieur le Président, cher Félix, il devait envoyer mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs Emmanuel Macron. Comme autrefois au cœur de la Judée arriva le Christ. Comme autrefois au cœur du désert du Sinaï apparut Moïse, recevant les tablettes transcendantales. Oui, le Congo était sauvé. Et après avoir accueilli comme invité d'honneur le président, en particulier au Forum sur la paix en 2019, puis retrouvé lors du sommet sur le financement des économies en 2021, il était grand temps que, à mon tour, je vienne. Alors cette visite est la dernière étape, le point d'orgue en quelque sorte d'une tournée de 4 jours qui m'a conduit de Libreville. Félix Tshisekedi à ce moment lâcha le mot sacramentel absolu. Enfin était venue l'ère du partenariat gagnant-gagnant. Le partenariat gagnant-gagnant entre le Congo et la France.
Et ce partenariat tournerait autour de l'intérêt mutuel des deux parties pour les forêts du Congo que la France aime tant. Oui, Tshisekedi annonçait que la France avait marqué son intérêt pour le minerai congolais. Non pas qu'elle veuille le prendre, elle veut le contempler. Elle vient simplement, en fait, caresser le minerai congolais. Quand elle sautait au Katanga, à la fin des années 70, avec ses paracommandos, c'était sans doute pour caresser le diamant congolais, l'uranium congolais, le cuivre congolais. Et là, elle est de retour. Elle est de retour, nous dit Tshisekedi, avec d'ailleurs des méthodes de travail sur le minerai qui manquent tellement aux Congolais. Les Congolais qui sont sans expertise en ces matières. Congo qui apprend de la France comment on exploite les minerais, bien que la France, dans son sol, n'en ait pas. Extraordinaire. La France transfère la technologie d'extraction de minerais à un pays qui possède du minerai, alors qu'elle-même, elle n'en a pas. Extraordinaire. France, qui a développé la maîtrise du minerai, c'est-à-dire la maîtrise de ce qu'elle n'a pas, la maîtrise de ce que les autres ont, et qui reviendrait, nous dit Tshisekedi, gentiment, livrer sa technique, c'est-à-dire la seule chose qu'elle possède, la livrer en échange de quelques cailloux, de notre belle terre, de quelques diamants, de quelques onces d'or, et puis finalement on n'aurait plus besoin d'elle, on lui dirait ça y est, on maîtrise la technique maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. Oh, que c'était beau! Félix Tshisekedi devrait, à l'issue de sa carrière de président factuel et factice de la République du Congo, commencer une carrière de romancier. Il devrait appartenir au courant de la fiction optimiste, d'inspiration leibnizienne, d'inspiration voltairienne. Mais sauf que chez lui, il y a une dimension qui manque, c'est l'ironie. Car dans le Candide de Voltaire, quand il parle du meilleur des mondes possibles, Voltaire se moque en réalité de la prétention de Leibniz à dire que tout dans ce monde-ci est parfait et qu'on ne pouvait pas avoir un meilleur monde que cela. Mais Félix Tshisekedi, le temps de nous offrir ce merveilleux racontard, semblait croire lui-même en ce qu'il disait. Même si devant lui, le silence du public, le silence de l'Assemblée, qui n'a pas applaudi une seule de ses phrases, une seule de ses déclarations idylliques, odysséiques, flatteuses, des déclarations fantastiques, des déclarations féeriques, des déclarations littéralement emberlificotantes, hein, des déclarations lénifiantes, des déclarations littéralement délirantes. Tout cela n'a déclenché aucun applaudissement du public. Voilà un président qui est devant son propre public et qui ne réussit pas à arracher des applaudissements de ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit n'intéresse pas le peuple congolais. Et même les menus représentants du peuple congolais qui étaient là étaient littéralement en train de se faire administrer un somnifère par Tshisekedi dans son allocution. On voyait très bien que personne dans la salle, personne de sérieux ne croyait en l'idylle qu'annonçait Tshisekedi. Tshisekedi, après donc avoir fait son numéro, fait la passe à son comparse du jour. Il s'agit d'une pièce qui a été coécrite. Il s'agit d'un morceau de théâtre politique qui a été coécrit par les deux acteurs. Et donc, il lui fait la passe pour que celui-ci continue dans le travail dithyrambique, qu'il continue dans le travail mystificateur, qu'il continue dans le travail d'endormissement, de lobotomisation, de décérébration, eh bien, du public qui assiste à cette conférence de presse convenue. Le président Emmanuel Macron prend la parole et on lui connaît la phrase en poulet facile. Il salue les combats du siècle que livrerait le Congo, sans préciser lesquels. Car s'il dit que le Congo a livré les combats du siècle, il sera bien obligé de reconnaître que le Congo a dû combattre, entre autres, la République française. Il n'en parle pas. Combat du siècle. On nous parle d'un siècle. Nous sommes déjà au 21e. Il y a 23 ans au 21e siècle, Emmanuel Macron loue les combats du siècle du Congo. De quel combat nous parle-t-il? Il n'a pas le courage de parler de Lumumba face au roi des Belges. Il n'a pas le courage de parler des 20 millions de mains coupées par les Belges au Congo. Il n'a pas le courage de parler du génocide du peuple congolais. Non, il parle d'un siècle de combat. Tout commence d'abord par la négation, la parenthésisation de l'histoire, la neutralisation de l'histoire réelle. On embobine toute l'histoire réelle dans un concept, les combats du siècle. Une fois que l'histoire réelle a été mise entre parenthèses, mise en époquette, neutralisée, niée, révisée, une fois que cette histoire a été mise hors d'état de nuire, car la mémoire historique permettrait à ceux qui écoutaient M. Macron de lui dire « Mais
Vous étiez avec les Belges qui nous ont massacrés pendant des années. Et vous avez massacré vous-même. Vous vous êtes inspiré du roi des Belges, Léopold II, pour massacrer vous aussi au Congo, au Cameroun, pour massacrer vous aussi au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Gabon, massacrer en Centrafrique. Hein, vous êtes coupable d'une grande répression. De la fin du 19e siècle, pratiquement jusqu'à la fin des années 70, vous étiez dans tous les coups tordus contre l'Afrique. Vous étiez dans le coup du Biafra. Vous êtes coupable des millions de morts du Biafra. Et j'espère que vous n'avez quand même pas oublié votre rôle au Rwanda. Hein? Vous, là, vous parlez des combats des siècles congolais comme si vous n'aviez pas une responsabilité et que vous n'aviez jamais été jugé en vertu du principe de la continuité des États. Pour cette responsabilité, combat des siècles. Salut les combats des siècles. Quel combat? On ne saura jamais. Mystère. Quel combat le Congo a mené? Contre qui? Qui a combattu le Congo? Qui a agressé le peuple du Congo? Depuis plus de 200 ans, 300, 400, qui est venu avec des bateaux négriers sur les ports de l'Atlantique ramasser des millions de Congolais? Qui a fait ça? Il a été jugé où? Il a été condamné où? Ces puissances criminelles contre l'humanité, le Portugal, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la Hollande, toutes ces puissances-là qui ont constitué leur capitalisme primordial sur la vente, le kidnapping, le massacre des Noirs. Quel est le tribunal occidental qui s'est tenu pour les condamner, leur ordonner des réparations afin que ces réparations accompagnassent leur repentance? Quand on veut parler des combats du siècle congolais, il faut les nommer. Emmanuel Macron choisit de ne pas les nommer, car les nommer, c'est se nommer comme héritier de l'ordre qui est né de cette barbarie. Le premier geste de l'homme consiste donc à effacer l'histoire. Une fois que l'histoire est effacée, le président Emmanuel Macron proclame à son tour son intérêt pour les trésors. Je le cite, ce sont ces mots. Les trésors du bassin du Congo. Le bassin forestier du Congo. Les trésors. Monsieur Macron avoue enfin. Le mot est lâché là. Emmanuel Macron avoue enfin ce qui motive son déplacement. Les trésors du bassin forestier du Congo. Et alors là, l'opinion se demande s'il y avait à se demander et à douter que ce soit cela le seul objet de sa présence. Puisque déjà, au 15e, au 16e, au 17e, au 18e, au 19e, au 20e et au 21e siècle, la présence des armées occidentales en Afrique ne s'explique que par la volonté de piller les trésors de l'Afrique. Quand le président Macron lâche le mot, à savoir l'intérêt pour les trésors du bassin du Congo, c'est toujours une salle littéralement amorphe, une salle neutralisée, une salle littéralement en apnée qui subit son schéma. Et le président Macron de souligner une guerre qui est une tragédie de 30 ans. Tragédie de 30 ans dont il ne cite pas les agents. Tragédie de 30 ans dont il ne cite pas les protagonistes. Et le dernier choisi est celui qui est monté en épingle, le M23. À propos du M23, le président Macron dit qu'il faut que la justice et les crimes qui ont été perpétrés soient condamnés. Mais qu'en est-il de ceux qui ont perpétré le crime de la traite négrière? Le M23, c'est une horde de criminels, de terroristes. C'est évident, mais ils n'ont pas tué plus que les négriers. Commençons par le commencement. Monsieur Macron, tout à fait, applique les catégories de criminels. Monsieur Macron applique les catégories de justice. Il applique les catégories de condamnation et de réparation contre les criminels actuels. Mais il choisit un groupuscule, le M23. Mais quant à la légendaire lignée de criminels qui, depuis les négriers, les colons, les néocolons et aujourd'hui les organisations terroristes, largement financées par les puissances impérialistes, qui déstabilisent toute l'Afrique, quant à les traîner tous au tribunal, même rétrospectivement, pour les condamner, imposer à toutes les puissances qui ont participé à ces barbaries, ces 5-6 derniers siècles, des réparations financières conséquentes et leur exiger repentance comme condition de la poursuite des relations diplomatiques, il n'en est pas question. M. Macron invoque la justice pour un groupuscule, le M23, ce qui n'est déjà pas mal, mais enfin,
ce qui est triste, car le M23 n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de misère, de souffrance, de douleur que l'Afrique a subi. Le M23 n'est que la dernière forme, l'ersatz de 6 siècles de barbarie organisée par les puissances occidentales contre les Africains. On veut bien juger le M23 et je suis d'accord qu'on l'arrête, qu'on le condamne et qu'on le juge, le M23. Mais si le M23 qui a fait ça mérite d'être arrêté, condamné et jugé, qu'en est-il des puissances barbares, coloniales, occidentales qui ont fait ça? Qu'en est-il d'elles? Quelle est la crédibilité d'une justice internationale qui ne s'applique jamais aux plus grands criminels de l'histoire? Cette question, dans le discours de M. Macron, n'aurait jamais pu venir, car il n'est surtout pas venu renoncer aux avantages tirés par les puissances occidentales de la barbarie négrière, de la barbarie coloniale et de la barbarie néocoloniale. Il est venu continuer à s'intéresser à quoi? Au trésor du bassin forestier du Congo. Les trésors. Et donc, c'est dans ces conditions que la première partie de cette conférence de presse prenait fin. Emmanuel Macron annonçait dans la première partie de cette conférence, eh bien, sa volonté de participer à l'accompagnement du Congo dans une ère de paix, de sécurité, de prospérité, de bonheur. Il proclamait la France meilleur allié du Congo. Il proclamait que la France serait aux côtés du Congo et soutiendrait toutes les médiations en cours. Il mettait dès lors désormais à la disposition du Congo. Il mettait désormais à la disposition du Congo l'ensemble de l'ingénierie diplomatique de la France. La République démocratique du Congo, nous dit-il, ne doit pas être un butin de guerre, ni de pillage, ni de balkanisation. Par des phrases aussi générales, bien sûr, M. Macron se payait la tête de tout le monde. Car si la République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre, il faut commencer par punir les Belges, punir les Français, punir les Américains, punir les Occidentaux qui ont davantage pillé le Congo que n'importe quel pays africain. C'est dans la foulée de cette punition qu'il faut punir le Rwanda de Kagame, punir les groupes rebelles qui ont été infiltrés au Congo, pas seulement par le Rwanda. Certains de ces groupes sont venus d'Ouganda. Entre autres, les punir tous systématiquement dans la même logique. Maintenant, M. Macron parle de pillage, de balkanisation. Mais qui a balkanisé l'Afrique? Qui a montré le principe du diviser pour mieux régner comme principe de la géopolitique africaine? Mais ce sont bien ceux qui ont tracé les fameuses frontières africaines actuelles. On sait très bien que c'est le partage de Berlin qui a déterminé les frontières africaines actuelles, non pas une conférence africaine, non pas un consensus africain. M. Macron condamne donc la balkanisation de l'Afrique sans condamner les balkanisateurs de l'Afrique, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, sans les condamner, ceux qui ont fait ça. Le Portugal, bref, les pays qui constituent aujourd'hui, pour l'essentiel, la coalition de l'OTAN. Ce sont eux les balkanisateurs de l'Afrique. Donc, M. Macron condamne la balkanisation sans condamner les balkanisateurs. Car condamner les balkanisateurs, c'est se condamner. Et il continue. Il salue la République démocratique du Congo parce qu'elle a voté à l'Assemblée générale des Nations unies la résolution contre la Russie à propos de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors, M. Macron conduit son discours vers l'apothéose. Le moment le plus beau de l'allocution macronienne, c'est l'annonce d'une pluie de millions d'euros, de millions de dollars. 34 millions d'euros par là, 50 millions de dollars par là, et il annonce que l'Europe est prête à mettre en mouvement des moyens humanitaires exceptionnels pour aller soutenir tous les déplacés de guerre, pour soulager le peuple congolais en souffrance à l'Est et notamment autour de la région de Goma. Il salue le rôle de l'ONU, dont pour lui le succès est monumental à travers l'Afrique. Il salue les médiations et dit que la France se tiendra aux côtés d'elle. À la fin de l'allocution de M. Macron, on peut dire la panacée est trouvée. Avec ses 34 millions, ensuite 50 millions de dollars, et sa volonté de soutenir la médiation angolaise et la médiation kenyane, le président Emmanuel Macron semblait s'être inscrit dans une voie vertueuse. C'est une France aidante, chaleureuse, généreuse,
c'est une France convertie au bien, une France morale, une France doucereuse, qui concluait par la voix du président Macron son discours. Si les deux personnages avaient arrêté, après l'intervention du président Macron, leur conférence de presse, les plus naïfs d'entre nous auraient proclamé une fédération d'États franco-congolaise. Ils auraient proclamé l'union franco-congolaise, la fusion franco-congolaise, l'alchimie franco-congolaise. Seulement, la deuxième partie de la conférence allait révéler que tout ce qu'ils ont dit dans la première partie était faux, d'abord, et ensuite qu'eux-mêmes n'y croyaient pas. Alors, après la lune de miel, après la symphonie pratiquement achevée, après le bonheur total, l'entente cordiale, après l'osmose de la première partie, les allocutions des deux présidents proclamant l'alliance franco-congolaise, on se serait attendu à une conférence de presse mielleuse. On s'attendait à ce que coulât, eh bien, le jus succulent d'un mets au pistache préparé par les deux comparses. On s'attendait à ce que le délicieux fumé des sauces d'Afrique centrale ou d'une table, une table arrosée de têtes de veau françaises, on s'attendait à ce que ce délicieux fumé s'élève, humecte les narines des participants. Le moment était un moment de grâce. Mais les questions tombent et elles vont tomber sur un certain nombre de problèmes. Premier problème, on demande si la position de la France dans le conflit qui oppose la République du Congo au Rwanda est suffisamment claire. Est-ce que pour M. Tshisekedi et pour M. Macron, c'est clair que la France est alliée de la République démocratique du Congo dans la guerre que lui mène le Rwanda à travers le M23? Alors, nous avons Madame Leroux, Valérie, de l'Agence France Presse, AFP. Oui, la première question s'adresse à Monsieur le Président Tshisekedi. Êtes-vous satisfait des annonces qui ont été formulées par votre homologue français et considérez-vous que la France a clarifié sa position sur la situation dans l'Est du pays comme les Congolais le réclamaient? La deuxième question est pour Monsieur le Président Macron. Vous arrivez pour la prochaine élection à venir, comme cela avait été formulé lors de l'annonce de la victoire de M. Tshisekedi. Et toute petite question supplémentaire, M. Macron, vous avez beaucoup insisté durant votre tournée sur la fin de la Centrafrique, de la France-Afrique, pardon, excusez-moi. Votre visite hier à Brazzaville et les images du président français aux côtés de son homologue Sassou Nguesso ont été interprétées par beaucoup comme une forme de reliquat du passé. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que la réalité impose peut-être de maintenir, de garder certaines pratiques du passé? Cette question est posée et le premier à répondre à cette question est le président Tshisekedi. Les annonces du président français, bien évidemment, sont satisfaisantes, mais c'est encore sur le plan théorique. Il faut attendre de voir la pratique. Il utilise une expression qui jette l'effroi, pour ne pas dire le froid, dans l'assistance. Il dit que pour le moment, ce que le président français a dit, ce sont des annonces théoriques. Astafroulaye. Zapa Baba, Anyambe Lornina. Il dit que pour le moment, ce que le président français a dit là, ce sont des annonces théoriques. Et que lui, Tshisekedi, il attend pour voir. Félix Tshisekedi, qui était dans la première partie de la conférence, une bonne mariée. Félix Tshisekedi se transforme subitement en Saint Thomas. Thomas Motapenda. Thomas, l'apôtre du doute. Tshisekedi dit que tout ce que Macron a dit, c'est théorique. C'est-à-dire que ce sont des propos, ce sont des mots. Comme on dit en pidgin English, natok. Dans ma langue bantou, Bassa du Cameroun, Tshisekedi dit que Macron en bébignon. C'est-à-dire que Macron n'a fait que taper sa bouche. Oui, c'est ce qu'on dit en Bassa pour dire que ce sont des prononciations, ce sont des bruits plus ou moins audibles. Mais vraiment, ça ne correspond pas encore à la réalité.
la douce mariée, la tendre mariée Tshisekedi, qui était entrée dans le mariage et qui avait proclamé qu'elle était pour le meilleur et le pire, la mariée Tshisekedi. Eh bien, désormais, en noces heureuses avec la France, Tshisekedi dit que c'était des noces théoriques, des annonces théoriques. Et il dit, la preuve que ces annonces sont théoriques, c'est qu'on ne veut pas aider au retour des déplacés de guerre. On veut aider les déplacés de guerre là où ils se sont réfugiés. C'est-à-dire qu'on veut les stabiliser en exil. Nous remercions la France et l'Europe pour ce soutien combien important à apporter aux déplacés de guerre, à nos compatriotes déplacés de guerre. Mais là, je dois préciser que j'avais fait une proposition pour accompagner cette aide à ces déplacés. J'ai faite tout à l'heure au président Macron. C'est celle d'apporter plutôt une aide au retour et non pas une aide à demeurer dans des conditions infrahumaines que ces déplacés de guerre vivent en ce moment. Ce qui est de nature à favoriser l'installation du M23 dans les zones qu'il a conquises. Puisqu'on veut aller aider les déplacés de guerre à s'installer là où ils sont déplacés, quelque part, on est en train de créer un espace étatique. On est en train de créer une zone sous le contrôle du M23. Tshisekedi dénonce le projet humanitaire d'aider les déplacés de guerre, c'est-à-dire de stabiliser les déplacés de guerre et ainsi faciliter le contrôle des territoires que les déplacés de guerre ont fui par le M23. Tshisekedi contredit Macron en disant qu'il ne faut pas aider les déplacés de guerre, mais il faut au contraire aider les déplacés de guerre à rentrer chez eux. Or, les aider à rentrer chez eux, cela veut dire qu'il faut chasser le M23 qui occupe leur domicile, qui occupe leur territoire. Voilà où apparaît le premier désaccord flagrant entre les deux hommes. Comme on dit chez moi à Abidjan, Dja, ils n'étaient pas d'accord. Dja, ils ne se sont pas entendus. Si l'affaire s'était arrêtée à leur discours, on aurait dit, c'est bien, il y a une avancée. En fait, ils ne sont même pas d'accord sur la manière de mettre fin à la guerre. L'un dit, je veux m'occuper des déplacés de guerre. L'autre dit, non, il faut m'aider à ramener les déplacés dans leur maison, dans leur village, dans leur ville. Et il faut m'aider à chasser les remplaceurs. L'un dit, je veux bien apporter de l'aide humanitaire pour stabiliser l'instabilité. L'autre dit, non, 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 non. Je veux qu'il y ait de l'aide humanitaire, mais pour stabiliser la stabilité. Hey, l'un dit, écoute-moi bien. Moi, je ne peux pas me mêler vraiment directement de ta guerre. Je souhaite que vous trouviez une solution entre vous, mais moi, je peux t'aider à gérer les conséquences. L'autre dit, non, je ne veux pas que tu m'aides à gérer les conséquences. Je veux que tu m'aides à résoudre les causes. Emmanuel Macron, c'est le médecin après la mort. Il attend que les déplacés soient déplacés pour venir s'occuper des déplacés en déplacement et ainsi transformer le déplacement en remplacement. Le médecin après la mort. Il propose au peuple congolais un pansement, mais sur une jambe de bois, parce que la vraie jambe a déjà été coupée. On me chasse de mon village. On me chasse de ma maison. Je fuis à 500 km de mon village. Je fuis à 500 km de ma maison. Toi, tu viens m'aider à m'installer là où j'ai fui. Pendant que ceux qui ont pris ma maison s'installent dans ma maison. Donc, en quoi consiste ton aide? Ton aide consiste à m'empêcher de rentrer chez moi. Et ton aide consiste à laisser ma maison à ceux qui l'ont arrachée. Donc, ton aide consiste à stabiliser mon instabilité. Donc, vous retrouverez ça dans la conférence de presse. Chez Emmanuel Macron, c'est la théorie de l'aide aux déplacés. Chez Tshisekedi, c'est la théorie de l'aide au retour des déplacés. Donc, les deux ne parlent pas de la même chose. Quand l'un regarde là-bas, l'autre regarde là-bas. On continue. La deuxième question qui va mettre le feu aux poudres entre les deux hommes, c'est lorsque une journaliste française demande si, dans le contexte difficile qu'on connaît maintenant au Congo, avec la guerre du M23 qui avance,
il y aura encore, est-ce qu'il y aura des élections ou est-ce qu'on s'achemine encore à un compromis à l'africaine, comme cela avait été le cas à l'élection précédente? Vous avez une réaction par rapport à la question qui a été posée? Oui, je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous, madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier, ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre? C'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Voilà, merci. Je pense que le président Macron a une réaction. Malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Mais pas de compromis. Non, mais elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait « on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question, ce n'est pas un sujet ». Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus
s'installe, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas que c'est... on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet les alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maïeutique une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard. Ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect. Ça n'est pas vrai. Parce que les journalistes français, européens, américains, posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France. Jean-Yves Le Drian. Si, à Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec lui. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance. Vous devez le savoir. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir sur la base d'une alliance avec Joseph Kabila. C'est sur la base d'une alliance avec Joseph Kabila que Tshisekedi est arrivé au pouvoir. C'est cette alliance-là qui avait été appelée, entre autres, par Jean-Yves Le Drian, un compromis à l'africaine. Mais cette notion de compromis à l'africaine, reprise par la journaliste française, signifiait aussi que on sait très bien qu'au premier tour, selon tout ce qui était sur le terrain, c'est Martin Fayoulou qui était en tête. Et qu'au deuxième tour, il était encore en tête. On sait très bien, en tout cas, que dans l'élection congolaise, s'il y avait eu un deuxième tour, Fayoulou aurait été en tête. S'il y avait eu nécessité d'un arbitrage de deuxième tour, Fayoulou serait en tête parce qu'il était déjà en tête. L'élection congolaise, qui part du principe que celui qui arrive premier au premier tour est président, a connu un événement, à savoir que celui qui était en tête, Fayoulou, a été remplacé par celui qui n'était pas en tête, Tshisekedi, avec l'accord de Kabila. L'ordre probable, l'ordre le plus certain du résultat du premier tour congolais de l'élection, qui était d'ailleurs le seul, c'est que Fayoulou était en tête, suivi de Tshisekedi et suivi de Kabila. Fayoulou, Tshisekedi, Kabila. Kabila soutient Tshisekedi pour empêcher que Fayoulou arrive au pouvoir, parce que pour Kabila, l'arrivée de Fayoulou au pouvoir allait lui coûter très cher en termes de poursuites judiciaires. Bref, lui et son clan, qui se sont fortement enrichis, on le sait très bien au sein de l'État du Congo, ne voulaient pas de l'arrivée de Martin Fayoulou au pouvoir. Il y a donc eu un deal, une négociation entre Kabila Joseph et Tshisekedi. Tout le Congo le sait, toute l'Afrique le sait, le monde entier le sait, Martin Fayoulou. Le monde entier sait que c'est Fayoulou qui a gagné le premier tour là. C'est lui qui devait être le président. Mais que, comme Kabila ne voulait pas de Fayoulou, il a soutenu Tshisekedi pour que celui-ci soit proclamé vainqueur. Et c'est cela que Le Drian, qui est parfaitement au courant de l'affaire, a appelé le compromis à l'africaine. Mais cette affaire de compromis à l'africaine a fait mal à Tshisekedi parce qu'il entendait par là que la journaliste française contestait sa légitimité. Que la journaliste française remuait le couteau dans la plaie. C'est un sujet qui fâche beaucoup Tshisekedi aujourd'hui parce que, premièrement, il est séparé de Kabila. Son alliance avec Kabila s'est effondrée. Et puis, deuxièmement, il est confronté à une rébellion qu'il ne peut pas combattre s'il n'est pas suffisamment légitime dans le pays, c'est-à-dire si l'écrasante majorité des Congolais ne se reconnaissent pas en lui. Donc, Tshisekedi n'aime pas du tout le sujet, le problème de la légitimité, parce qu'il sait que c'est son talon d'Achille. C'est son point faible. Il est arrivé au pouvoir, c'est vrai, par un compromis avec Kabila. Et Emmanuel Macron va mordre sur ce sujet Tshisekedi. Il va le mordre en direct. Il y en a parmi vous qui n'ont pas écouté ce que Macron a dit. Macron a dit, quand Tshisekedi va se plaindre de la journaliste, et que Macron va reprendre la parole pour contredire Tshisekedi et défendre sa journaliste, Macron va dire que oui, finalement, la notion de compromis à l'africaine a été utilisée par Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères. Mais c'était où? C'était à Nairobi. Et que Jean-Yves Le Drian et la France ont participé à faciliter le compromis. Autrement dit, Macron trahit Tshisekedi en direct en disant oui, puisque vous vous fâchez parce qu'on parle de compromis,
moi, je défends donc mon ancien ministre des Affaires étrangères. C'est vrai que la France a pesé de tout son poids pour que votre alliance avec Kabila passe devant Fayoulou. Oui. Si vous réécoutez la conférence, vous allez entendre Macron lui dire ça en face, quand ils ont commencé leur querelle, qui n'était pas prévue dans le scénario. Macron lui dit, ok, d'accord, vous insistez pour dire que ce n'est pas la notion de compromis, c'est Jean-Yves Le Drian, c'est un officiel qui a donné cette notion, ce n'est pas un journaliste. Mais en effet, Le Drian l'a donné parce que nous, la France, à Nairobi au Kenya, nous avons participé à faciliter le compromis qui a permis que vous arriviez au pouvoir. Voilà ce que Macron a dit. Donc, à partir de là, comme on dit chez nous, Abidjan, c'était gâté. C'était gâté. Tout était jazin, tout était mélangé à partir de là. Il n'y avait plus entente entre les deux coacteurs. Le scénario qu'ils avaient rédigé avant de venir à la conférence de presse, ils l'ont déchiré en direct. Par la force de nos ancêtres angélisés et du Tout-Puissant. L'éclair de la vérité est entré dans la salle et a déchiré le rideau du temple. Le temple ténébreux a vu son rideau déchiré par la vérité. Oui, sur cette affaire de compromis, une journaliste reproche à Tshisekedi d'avoir fait un compromis pour arriver au pouvoir en 2020. Non, en 2000, je crois que l'élection c'était en 2018, si je ne m'abuse, hein, 2018 par là. On lui reproche d'avoir fait un compromis pour arriver au pouvoir. Tshisekedi dit non, je n'ai pas fait de compromis pour arriver au pouvoir. Macron dit oui, tu as fait. Tu as fait. D'ailleurs, Le Drian a dit qu'il y avait eu un compromis parce que la diplomatie française a participé à faciliter ton arrivée au pouvoir avec Kabila. Finalement, nous t'avons soutenu, sinon tu ne serais pas président. Donc, Macron le livre en public. Il le livre en direct. Sur ce deuxième sujet, on découvre donc qu'ils sont radicalement opposés. Radicalement opposés. En fait, Macron sait que Tshisekedi souffre d'un problème de légitimité. Il n'a pas été régulièrement élu. Il n'a pas été régulièrement élu. Tshisekedi sait que Macron sait, mais il ne savait pas que Macron allait dire. Comme on dit chez nous au Cameroun, il ne savait pas que c'est ce que Macron allait faire. Quand ils se sont préparés à cette conférence de presse, il n'était pas question de parler de ça. Mais quand la journaliste pose la question, Tshisekedi s'énerve et dit que c'est du paternalisme, c'est du néocolonialisme. Macron rebondit pour dire « Ah non, 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 c'est pas ça. Même en Europe, là-bas, les journalistes sont libres de nous poser des questions comme ils veulent. Ce n'est pas du paternalisme, ce n'est pas du néocolonialisme. Ce sont des paroles de journalistes. » Tshisekedi dit « Non, 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 non. Ce ne sont pas des paroles de journalistes. Celui qui a dit ça, c'est Jean-Yves Le Drian. » Macron dit « D'accord. Puisque vous citez M. Le Drian, moi aussi, je rappelle que la France a participé à faciliter le compromis qui vous a permis d'arriver au pouvoir. » Il l'a livré. Il a confirmé ce que tout le monde sait, à savoir que c'est Fayoulou qui a gagné le premier tour de l'élection, que Kabila et Tshisekedi se sont entendus pour confisquer le pouvoir, la preuve que c'est vrai, mais c'est le renversement d'alliance de Tshisekedi à la veille de l'élection. Tshisekedi était en alliance avec Fayoulou. Il était supposé former un front uni de l'opposition avec Fayoulou. À la dernière minute, il fait volte-face. Participe à l'élection et puis négocie avec Kabila pour constituer une coalition. Quand ils vont à l'élection, Fayoulou gagne. Mais comme Kabila détient l'appareil d'État et que Kabila sait qu'il ne peut plus s'accrocher au pouvoir, il ne peut plus être président, d'abord, il se fait immuniser comme sénateur à vie et il garantit que la loi ne peut pas le poursuivre. De deux, il veille à ce que son allié prenne le pouvoir. Et il le fait avec l'appui des grandes puissances impérialistes qui trouvent cela correct du moment qu'elles peuvent continuer à piller tout naturellement le Congo. Dans ce contexte-là, Félix Tshisekedi était parfaitement l'ami du Rwanda de Kagame. Il était bien entendu entre eux, avec Kabila, qu'ils allaient exploiter le Congo ensemble. Tout le monde a bien compris le sens de cette élection et de ce compromis. Kabila, Kagame et Tshisekedi s'étaient entendus pour exploiter le Congo ensemble. Voilà comment ils n'ont pas laissé Fayoulou gouverner. Maintenant, ils ne se sont pas entendus. Non seulement Kabila et Tshisekedi ne s'entendent plus, mais Tshisekedi et Kagame ne s'entendent plus, mais même Kabila et Kagame ne s'entendent plus non plus. Voilà.
Voilà la situation dans laquelle se trouve l'ancienne coalition, qui a pris le pouvoir et qui a imposé ses 4 volontés au peuple congolais et aux candidats qu'ils avaient élus, à savoir le président Fayoulou Martin. Donc Emmanuel Macron a livré, pour ainsi dire, Tshisekedi, il l'a livré à la vindicte populaire en avouant le rôle de la France dans le compromis qui a permis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir. La thèse de la tricherie, la thèse de la grande escroquerie est confirmée. Vous voyez ça? Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, il y a un autre sujet sur lequel ils vont bien sûr se manger, ou ils vont même se dévorer. Il y a un autre sujet sur lequel ils vont tout naturellement se dévorer. On pose la question à Emmanuel Macron de savoir pourquoi, alors que sa secrétaire d'État, Madame Chrysoula Zakharopoulou, avait ouvertement condamné l'agression du Rwanda contre le Congo, pourquoi lui, Emmanuel Macron, a du mal, dans ses allocutions, ses prises de parole, à nommer le Rwanda comme étant l'agresseur du Congo? Tout le monde sait que le M23, c'est l'armée rwandaise. Pourquoi Macron ne peut pas le dire? On pose cette question. Félix Tshisekedi, lui, tout au long de la conférence de presse, n'a pas arrêté de dire c'est le Rwanda qui nous agresse, c'est le Rwanda qui nous agresse. Nous appelons le monde entier à constater que c'est le Rwanda qui nous agresse. Nous appelons le monde entier à sanctionner le Rwanda. Et on voit très bien que les gens ne veulent pas sanctionner le Rwanda. Voilà le problème. Le Congo donne toutes ses chances à la paix, mais les puissances, la communauté internationale ne veut pas sanctionner le Rwanda. Bon. Emmanuel Macron reprend la parole là-dessus. Et à ce moment-là, le mot est encore lâché. Il dit, ce n'est pas la France qui apportera la solution. Ce n'est pas la France qui apportera la solution. C'est une citation d'Emmanuel Macron. Donc la France n'est pas venue là pour apporter la solution. Écoutez bien, ce n'est pas la France qui apportera la solution. C'est-à-dire que la France, elle veut être là, que vous ayez des problèmes ou pas. La France veut être là. Ce n'est pas la France qui va apporter la solution. La solution va venir du Congo, du Rwanda. La solution va venir de la médiation angolaise et de la médiation kenyane. Bref, la France se met en arrière. Elle laisse le Congo, le Rwanda et leurs armées respectives se régler les comptes sur le terrain. Elle laisse la médiation kenyane et la médiation angolaise travailler. La France, quant à elle, tout ce qu'elle veut, c'est être présente sur le terrain, c'est-à-dire avoir des contrats. Mais écoutez bien ce que Macron a dit là, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à avoir une analyse stratégique. Mais quel intérêt la France a-t-elle que le Congo soit en paix? Si le Congo est en paix, réunifié, totalement contrôlé par l'armée congolaise et le gouvernement congolais, quelle sera la conséquence pour le prix des matières premières congolaises? Vous-même écrivez ici, écrivez là. Quelqu'un dit, je viens m'intéresser aux trésors, les trésors du bassin du Congo. Hein? Maintenant, vous êtes en guerre. La personne dit, attention, je ne viens pas, je ne suis pas votre solution. Ce n'est pas la France qui va résoudre le problème. Donc finalement, qu'est-ce qui intéresse la France dans cette affaire? Puisqu'elle ne vient pas apporter la solution. Qu'est-ce qui l'intéresse? Ce qui l'intéresse, ce sont ses intérêts économiques au Congo. C'est l'exploitation du Congo. Mais dites-moi, un Congo qui serait pacifié, un Congo qui serait maîtrisé par l'État congolais, une armée congolaise qui serait puissante, une économie congolaise qui serait florissante, des multinationales congolaises qui seraient majoritaires dans le marché congolais. Est-ce que tout cela est compatible avec l'augmentation des intérêts de la France, des États-Unis, de la Belgique, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie? Est-ce que vous pensez qu'un État congolais fort est compatible avec les intérêts de la France? Non. Emmanuel Macron a lâché le mot. Ce n'est pas la France qui apportera la solution. Elle n'est pas venue apporter la solution. Elle est venue veiller à ses intérêts, développer ses intérêts. Écrivez ça. Le modèle parfait pour l'exploitation du Congo prévoit l'instabilité du Congo. L'instabilité du Congo est une condition de son exploitation par les grandes puissances impérialistes. Écrivez ça. Écrivez. Écrivez. Alors, sur ce point-là, Félix Tshisekedi fait semblant de ne pas avoir compris ce qu'il sait. Et il ment au peuple congolais. Félix Tshisekedi attend de la communauté internationale qu'elle condamne le Rwanda et qu'elle empêche le Rwanda d'agresser le Congo. Dites-moi très sérieusement, mais est-ce que le Rwanda possède une usine de fabrication d'armes? Les armes
que possède le Rwanda, elle les achète où? Dans le marché occidental des armes. Je continue la question. Est-ce que le Rwanda possède la Banque mondiale? Est-ce que le Rwanda possède le FMI? Mais quels sont les deux principaux organismes financiers du Rwanda? Quels sont les deux principaux organismes qui prêtent de l'argent au Rwanda? La Banque mondiale et le FMI. Ce sont des organismes financiers détenus par qui? Par les Occidentaux. Donc, je vous pose la question. Tshisekedi appelle la communauté internationale, c'est-à-dire les Occidentaux, à se liguer contre le Rwanda, alors que Tshisekedi sait que ce sont les Occidentaux qui financent le Rwanda. Et il finance le Rwanda pour que le Rwanda déstabilise le Congo, afin qu'il puisse continuer à exploiter le Congo. Les puissances occidentales financent le Rwanda pour que le Rwanda déstabilise le Congo et afin que l'Occident continue à piller le Congo. Le Rwanda n'est que le cheval de Troie de l'impérialisme occidental dans le Congo. Et Félix Tshisekedi, littéralement comme un âne qui se cogne la tête sur un mur, recommence les mêmes thèses. Nous demandons aux grandes puissances occidentales de condamner le Rwanda. Il faut sanctionner le Rwanda. Mais qui arme le Rwanda? Qui finance le Rwanda? Félix Houphouët-Boigny l'a dit un jour quand on lui demandait de frapper son armée. Il dit, mais depuis quand on a vu quelqu'un qui retourne son propre couteau contre lui-même? Nana Houphouët-Boigny a dit ça un jour. Depuis quand tu as vu quelqu'un qui prend son propre couteau et puis il le retourne contre lui-même? Il faut qu'il soit fou, suicidaire. Pourquoi voulez-vous que des puissances qui arment le Rwanda, qui veillent à ce que la Banque mondiale décaisse des dollars, des euros, des paquets de dollars et d'euros pour le Rwanda? Pourquoi voulez-vous que des puissances qui commercent avec le Rwanda qui est devenu aujourd'hui un État qui vend du diamant, qui vend du cobalt, qui vend de l'uranium, du magnésium, qui vend toutes les richesses qu'on trouve dans la terre du Congo, ça sort par le Rwanda. Et c'est financé. Et c'est acheté. Ça va dans le marché international comme étant des biens rwandais. Pourquoi voulez-vous que des puissances qui ont choisi de financer le Rwanda pour que le Rwanda déstabilise le Congo, pourquoi voulez-vous qu'elles sanctionnent le Rwanda? Dans quel rêve vous êtes à Kinshasa pour penser qu'on va sanctionner le Rwanda alors qu'on a envoyé le Rwanda contre vous? Emmanuel Macron a bien fait savoir qu'il n'est pas pressé de sanctionner le Rwanda. Mais il n'est pas pressé de sanctionner le Rwanda parce que le Rwanda est d'abord un satellite anglo-américain. Emmanuel Macron n'a aucun pouvoir de sanctionner le Rwanda. L'État rwandais actuel, le régime rwandais actuel a été installé à la faveur du soutien direct des États-Unis, le soutien direct de la plus grande puissance de l'Occident. Tant que vous n'aurez pas entendu les Américains parler de sanctions contre le Rwanda, mettre en place des sanctions contre le Rwanda, n'en rêvez pas. Et même, attendez-vous à des sanctions comme celles que l'ONU ou les Américains, l'ONU annonce contre Israël. Depuis que l'ONU dit qu'elle sanctionne Israël, qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Donc, Félix Tshisekedi fait comme s'il ne sait pas, et il continue à mentir au peuple congolais. Il fait comme s'il ne sait pas que, eh bien, la France ne peut pas sanctionner le Rwanda. Le Rwanda était un satellite anglo-américain. Le Rwanda est financé par les grandes institutions financières occidentales. Et il a été financé pour être une piqûre de rappel sur le flanc du Congo, pour être un agent, pour rappeler par des piqûres de chaos aux dirigeants congolais qu'ils doivent continuer à accepter que le Congo soit bradé. Voilà la vérité. Donc, Tshisekedi dit qu'à Kinshasa, ils ont décidé de faire preuve de patience. Ils attendent gentiment que finalement les grandes puissances sanctionnent le Rwanda. Ils attendent gentiment que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Portugal finissent par tomber d'accord sur le fait qu'il faut sanctionner le Rwanda. À ce moment, le Rwanda va retirer le M23, le M23 va rentrer à Kigali, la guerre sera finie, le Congo va se développer. Mais ça, c'est un film, c'était un film panglossique. Vraiment, mais Tshisekedi, c'est Pangloss. C'est le professeur Pangloss de la politique congolaise. Il se croit où là, Tshisekedi, quand il a des données concrètes. Mais la guerre du Congo, elle ne date pas d'aujourd'hui. La guerre du Congo date de la période de l'assassinat de Lumumba jusqu'à nos jours. Pourquoi est-ce qu'on a imposé Mobutu à la tête du Congo?
Mais on a imposé Mobutu à la tête du Congo pour qu'il veille à ce que les richesses du Congo soient exploitées prioritairement par les grandes puissances impérialistes occidentales. Et pour que cela marche, on a permis à Mobutu d'élaborer une idéologie de l'authenticité africaine qui était le vernis, le cache-sexe de sa lâcheté et de sa servilité envers l'Occident. Mobutu était un agent de l'Occident, mais qui avait autorisation de tenir un discours d'authenticité pour cacher le fait que l'Occident a décrété que le Congo doit être pillé jusqu'à la fin des temps. La bombe atomique américaine vient du Congo. C'est le sous-sol congolais qui a fourni la bombe atomique américaine. Celles qui ont été jetées sur Nagasaki et Hiroshima viennent de la terre africaine du Congo. Il y a un merveilleux livre ici que vous devez lire, d'une chercheuse américaine, Spice in the Congo. Spice in the Congo. Elle s'appelle Susan Williams. America's Atomic Mission in Congo. Et voilà ce que dit ce livre. Voilà ce que dit ce livre. In the 1940s, the brightest minds of the United States and Nazi Germany raced to West Africa with a single mission, to secure the essential ingredient of the atomic bomb and to make sure nobody saw them doing it. Dans les années 40, les esprits les plus brillants des États-Unis et de l'Allemagne nazie, eh bien, entrèrent en compétition en Afrique de l'Ouest avec une mission singulière, à savoir sécuriser l'ingrédient essentiel de la bombe atomique et s'assurer que personne ne les voyait en train de le faire. Les nazis et les Américains se sont affrontés au Congo pour récupérer l'uranium. L'uranium qui devait servir à l'élaboration de la bombe décisive de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on a tué Lumumba, pourquoi? On a tué Lumumba parce que Lumumba voulait trouver une solution pour que ce soit le peuple souverain du Congo qui soit le gestionnaire des richesses faramineuses du Congo, c'est tout. C'est pour ça qu'on l'a tué. On a tué Kabila, pourquoi? On a tué Laurent Désiré Kabila parce qu'il voulait reprendre le sentier lumineux de Lumumba. C'est pour ça qu'on l'a tué. C'est pour ça qu'on a tué Moulele. Et Kabila a été tué par un de ses gardes d'origine rwandaise. Il a été tué par sa garde qui était infiltrée par le Rwanda. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, quel est le problème qui se pose au Congo? Soyons sérieux. Il se pose au Congo qu'à la tête du Congo, un dirigeant qui n'est pas un véritable patriote, qui est un jouisseur bourgeois, un paresseux intellectuel, veut être président simplement pour inaugurer les chrysanthèmes. Il veut vivre du mieux qu'il peut à la tête du Congo, continuer, bien sûr, de s'empiffrer, continuer de plastronner, d'inaugurer les chrysanthèmes sur un Congo qui sera en délabrement permanent. Il n'est pas capable de reprendre le travail fondamental des grands patriotes panafricanistes congolais, qui est le travail de la redéfinition du cadre géopolitique de l'émancipation congolaise. Tshisekedi sait très bien qu'avec les armes qui sont fournies au Rwanda, le renseignement satellitaire qui est fourni au Rwanda, il va lui être difficile de vaincre le M23. Il sait très bien que s'il ne construit pas une alliance qui soit de la même taille que l'alliance que le Rwanda a avec la puissance anglo-américaine, il ne pourra jamais délivrer l'Est du Congo. Tshisekedi le sait. Et il demande aux anglo-américains, il supplie les occidentaux de bien vouloir l'accepter comme leur bon petit, le recruter dans l'écurie occidentale et ainsi, en échange, libérer l'Est du Congo et le piller avec lui. Mais eux, ils n'ont pas confiance en lui. Ils n'ont pas confiance en lui parce qu'ils ont observé qu'il n'est pas discipliné. Il n'a même pas les qualités de Mobutu. Mobutu avait une certaine discipline, une certaine rigueur de travail. Tshisekedi est brouillon. Il fait des déclarations. Parfois, même quand il parle, on se demande si lui-même il entend ce qu'il dit. Écoutez l'allocution qu'il a faite dans la première partie de la conférence de presse. On se demande si lui-même, quand il parle, là, il entend ce qu'il dit. Comment il peut tenir des propos aussi légers? Ah oui, l'heure est à la coopération. Quelle coopération? Est-ce que vous avez réglé le contentieux historique franco-congolais? Vous avez réglé ça? Vous allez coopérer sur quelle base?
Vous ne pouvez pas coopérer avec une puissance qui a commercialisé les nègres, une puissance qui a participé aux côtés des Belges à votre massacre, une puissance qui a soutenu des mouvements séparatistes, des mouvements rebelles sur votre territoire, a coprovoqué des millions de déplacés de guerre, des dizaines de milliers de morts, etc. Vous n'avez même pas soldé ce contentieux historique et puis vous faites comme ça, comme vous avez fait l'autre jour avec le roi de Belgique, vous ouvrez les bras, oui, vraiment, ensemble nous allons avancer. On n'avance pas avec les monstres. Il faut les maîtriser d'abord. Il faut maîtriser les monstres. Après, tu peux avancer. Donc, Tshisekedi fait semblant de ne pas avoir compris ce que Emmanuel Macron lui a pourtant dit très clairement. Emmanuel Macron le lui a dit très clairement. Très clairement, ce n'est pas la France qui apportera la solution. Donc, Emmanuel Macron lui-même reconnaît qu'il est venu là pour rien. Il est simplement venu s'assurer que dans tous les cas, la France continuera à tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire qu'elle aura accès à des marchés. Le Congo est immense. La guerre est à l'est, mais on va exploiter à l'ouest. La guerre est à l'est, on peut exploiter au nord. On peut exploiter au centre. Il y a tellement de richesses au Congo. D'ailleurs, la guerre a été attisée, elle est attisée à l'est pour occuper l'État congolais, pour occuper le gouvernement congolais, de telle façon qu'il laisse facilement piller les autres parties du Congo et qu'il signe des concessions minières à tout va. Puisqu'il est pris au dépourvu, le gouvernement signe des contrats au rabais. La guerre qui est imposée au Congo a pour but d'imposer le rabais et le pillage, le bradage des ressources congolaises. Les trésors. Le président Macron a dit les trésors de la forêt, eh bien, du Congo. Que ça l'intéresse. Il n'est pas venu là participer à mettre fin à la guerre. En Ukraine, pour mettre fin à la guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils arment l'armée ukrainienne. Ils donnent des chars. Ils donnent des canons César. Ils donnent des lance-missiles. Ils donnent des informations satellitaires. L'Europe s'est complètement désarmée pour armer l'Ukraine. Ils donnent les chars dernière génération, les chars Léopard. Et ils viennent dire à Tshisekedi, la France est votre allié, mais la France ne sera pas la solution. La France ne sera pas la solution. Dans votre guerre avec les Rwandais, nous ne sommes pas votre allié pour la guerre, mais on est votre allié pour exploiter vos forêts, exploiter votre minerai. Là, on est votre allié. Pour le reste, il ne faut pas citer notre nom. Parce que si nous venons, on va encore dire que c'est du néocolonialisme. Qu'est-ce que c'est? Rusé. Je suis en guerre. Tu dis que tu es mon allié. Tu ne m'aides pas, mais tu veux exploiter mon sol. Tu veux exploiter mes forêts. Tu veux exploiter mes minerais. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Tu me trouves gravement malade. J'ai du mal à me déplacer. Je ne peux même pas aller à l'hôpital. Me soigner. Au lieu de m'aider à aller à l'hôpital, me soigner, tu dis que vraiment ce qui t'intéresse beaucoup, c'est le vin que j'ai dans ma cave, le poulet que j'ai dans mon frigo. Que ce qui t'intéresse beaucoup, c'est de récupérer mes livres pour partir. Que vraiment, mes livres là, ça te plaît trop. C'est quel ami ça? C'est quel allié ça? Qui te trouve en difficulté, au lieu de t'aider à affronter la difficulté, il s'intéresse uniquement à exploiter tes biens. C'est quel allié? Bon, alors, donc, le dernier sujet sur lequel ils vont achoper, où précisément Tshisekedi traite la journaliste défenseur du paternalisme, en fait, c'est un faux sujet. Tshisekedi a autant tort de dire ce qu'il a dit à la journaliste qu'Emmanuel Macron a tort de prétendre être venu faire quoi que ce soit au Congo. Le paternalisme de la France en Afrique, il continuera tant que la France détiendra des bases militaires en Afrique. Le paternalisme de la France en Afrique continuera tant que la France détiendra la monnaie de 15 pays africains. Tant qu'il y aura du franc CFA, le paternalisme français continuera en Afrique. Le paternalisme de la France en Afrique continuera tant que la France fera partie des faiseurs de rois africains. Tant qu'elle pourra contourner les constitutions, les peuples et les élections et imposer à la tête de l'Afrique des vassaux au service des intérêts. C'est ça le paternalisme. Tshisekedi fait du paternalisme une affaire de querelle avec une journaliste. Il fait du paternalisme une affaire d'émotion. Alors que les décisions structurelles de libération de l'Afrique, il n'est pas capable de les prendre. Quand vous voyez des dirigeants africains qui sont émotifs sur des phrases, sachez que c'est parce qu'ils sont incapables d'agir.
Prenez un dirigeant qui agit sur les structures, comme Assimi Goïta. Est-ce qu'Assimi Goïta, vous l'entendez sur les phrases tous les jours? Est-ce qu'Assimi Goïta, il a un porte-parole de son gouvernement? Le docteur colonel Abdoulaye Maïga. Il a un chef de la diplomatie, l'ambassadeur Abdoulaye Diop. Il a un premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga. Ils sont chargés de parler. Lui, Assimi Goïta, il décide. Il oriente. Il décide. Il oriente. Tshisekedi se retrouve dans le rôle de celui qui parle, comme si c'est quelqu'un d'autre qui devrait décider, orienter. Sa querelle à la journaliste est en réalité une tentative de récupérer une partie de la popularité que les idées panafricanistes, l'antipaternalisme ont sur le continent. Mais Tshisekedi n'est pas un panafricaniste. Tshisekedi n'est pas un révolutionnaire. Tshisekedi n'est pas connecté aux luttes des peuples africains. Depuis que le Mali se bat, depuis que le Burkina se bat, depuis que le Niger se bat, vous avez entendu Tshisekedi dire quoi? Quand on menace le Mali, on menace la Guinée, on menace le Burkina, vous avez entendu Tshisekedi dire qu'il était président de l'Union africaine. Il a défendu l'Afrique où? N'est-ce pas lui qui a accompagné le même président Macron pour brimer les dirigeants africains? Vous n'étiez pas là? Tshisekedi n'était-il pas venu à Paris? N'est-ce pas lui qui a accompagné le président Macron soutenir le coup d'État des Déby au Tchad? Là, devant la journaliste française, il veut se payer une apparence de panafricaniste. Et je vois certaines Africaines, certains Africains qui, sur les réseaux sociaux, se sont laissés tromper par la scène. Tshisekedi n'est pas un panafricaniste. C'est un aplat-ventriste. Tshisekedi ne se bat que pour rester président. Faire 2 mandats au moins à la tête de l'État congolais, c'est tout ce qui l'intéresse. Car ce qui l'intéresse, c'est essentiellement les fastes du pouvoir. Ce n'est pas un bosseur, ce monsieur. Tshisekedi ne veut pas aller dans le combat historique du peuple congolais, celui qui a été mené par les Kimbangu, par les Pierre Moulele, par les Patrice Lumumba, par les Laurent Désiré Kabila. Tshisekedi n'est pas à la hauteur de ce combat. Vous le voyez très bien. Par son attitude concernant les grands défis continentaux. Et c'est là à Kinshasa qu'il veut se payer une certaine allure de dirigeant panafricaniste sur une journaliste qui a posé une question qui a un sens, puisque les Africains, les Congolais, savent que c'est un deal qui a permis à Félix Tshisekedi et à Kabila d'évincer Fayoulou. Tout le monde le sait, la journaliste n'a pas menti. Ce n'est pas parce qu'elle est française qu'il faut tout mettre sur elle. Donc moi je demande aux Africaines et aux Africains qui se sont laissés tromper par ce moment et qui se promènent avec la vidéo de Tshisekedi partout. Tshisekedi, il a contredit Macron. D'abord, il a contredit Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron est en fait le dernier chef d'État français à pouvoir intimider les Africains. Il se tutoie là. Il se tutoie. Est-ce que vous vous souvenez d'une conférence de presse entre les présidents classiques de la 5e République française? De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, François Mitterrand, même Jacques Chirac. Est-ce que vous vous souvenez d'une conférence de presse publique de ces présidents-là, puis on les tutoie? Ce sont les 3 derniers-là qui ont contribué à la banalisation de la fonction présidentielle française même. Ça a commencé avec Sarkozy, la banalisation de la fonction présidentielle. L'entrée dans des polémiques de deuxième classe. C'est ça qui continue. On est en pleine conférence de presse. Soudain, monsieur le président, soudain, cher tel, à Ouagadougou, ça a donné des caresses au menton de Kaboré, facilement comme ça. On l'a traité de réparateur de climatiseur à Ouagadougou. Donc, les Africaines et les Africains se sont laissés un peu tromper par la scène qu'ils ont vue. Lorsque Tshisekedi reproche à la journaliste ce qu'elle a dit, il reproche sur des bases fausses. Il sait que c'est son alliance avec Kabila qui lui a permis de prendre le pouvoir. Il sait qu'ils ont bénéficié du soutien des Occidentaux. Lui, Kabila, Kagame, pour prendre le pouvoir au Congo. Il le sait. Le monde entier le sait. La journaliste n'a pas menti. Et Emmanuel Macron enfonce justement Tshisekedi en disant, en effet, à Nairobi, nous, Français, nous avons aidé au compromis. Nous avons aidé au compromis africain. C'est nous qui avons amené Fayoulou à se calmer et à accepter que vous soyez président, à accepter la coalition que vous avez constituée avec
Kabila, c'est une coalition qui n'était pas incompatible avec nos intérêts. C'est quand le désaccord entre vous et Kabila est apparu, le désaccord entre vous, Kabila et Kagame est apparu, que nos intérêts se sont retrouvés en danger. Sinon, on était tombé d'accord que Kabila, Joseph, Tshisekedi Félix, Kagame Paul exploite le Congo. C'était ça le business. Et c'est pour ça qu'on a écarté Fayoulou. Parce que Fayoulou ne semblait pas avoir compris que ce deal est essentiel. Et depuis que l'entente entre ces trois a explosé, les mouvements rebelles se sont mis à progresser dans le Congo. Tout le monde le sait. Donc, mes chers amis, la deuxième partie de la conférence a donc fini en eau de saucisse. La deuxième partie de la conférence a fini en cacophonie. Le plan qu'ils avaient prévu pour tromper tout le monde, ce plan-là s'est effondré. Et ils se sont mis à se chamailler alors qu'ils appartiennent globalement à la même nébuleuse de l'impérialisme. Macron, Tshisekedi, c'est la même école. Ils appartiennent à la nébuleuse ou au bloc occidental sous l'influence américaine. Il s'agit là d'une querelle à l'intérieur du même enclos. Tshisekedi sait qu'il gouverne le Congo avec la bienveillance des puissances impérialistes occidentales. Il le sait très bien. Et il prend garde de les affronter. Il prend garde de les dénoncer. Les coups forts, les coups durs que Tshisekedi porte contre le Rwanda sont aussi une lâcheté. Car il ne veut pas voir que le Rwanda est soutenu par l'Occident. Et il ne prend pas le risque de critiquer l'Occident, Tshisekedi. Et de dire, mais c'est vous qui armez Kagame. C'est vous-même qui avez fait venir Kagame dans cette région. Kagame lui-même le raconte dans son autobiographie que pour constituer son mouvement, il a bénéficié de l'aide américaine. Il raconte même comment il est sorti des États-Unis avec des millions de dollars dans les valises. Moi, j'ai lu son livre ici, L'homme de fer, Kagame, dans lequel il témoigne d'avoir bénéficié d'aide américaine quand il constituait sa résistance, il constituait le mouvement. Donc, comment Félix Tshisekedi peut prétendre critiquer le Rwanda, accuser le Rwanda de l'attaquer à travers le M23, sans s'intéresser à ceux qui arment le Rwanda, à ceux qui soutiennent le Rwanda, à ceux qui sont les bras géopolitiques les plus forts derrière la puissance rwandaise? Comment il peut faire ça? Comment il réussit cette alchimie? Tout simplement parce que lui-même est soumis à l'impérialisme occidental. C'est parce qu'il est lui-même un suppôt de l'impérialisme occidental qu'il ne peut pas dire devant le peuple congolais le fond du problème. On utilise Kagame pour nous attaquer et en retour, on m'impose de brader le Congo. Voilà le fond du problème. Si les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, si l'OTAN retire son soutien à Kagame, Kagame retire le M23 du Congo le même jour. Parce qu'il sait très bien que s'ils lui ont retiré leur soutien et qu'il décide d'armer l'armée congolaise contre lui, il sera écrasé. Il sera écrasé. On connaît bien ce que les Occidentaux sont capables de faire pour écraser une armée qu'ils veulent faire disparaître du monde et qui ne bénéficie pas d'un allié aussi puissant. Qu'est-ce qu'ils ont fait contre Saddam Hussein? Une campagne de bombardement. Ils font une campagne de bombardement, ils écrasent l'armée en question, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Libye contre Kadhafi? Une campagne de bombardement. Ils savent comment faire quand ils veulent se débarrasser de quelqu'un même qui a été leur allié et qui est devenu maintenant un ennemi, comme c'était le cas de Saddam Hussein. Ils savent quoi faire. S'ils n'ont pas décidé de le faire contre le Rwanda, c'est parce que l'action de Kagame leur profite. Point barre. Et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je voulais demander à l'Afrique des libertés de ne pas diffuser la vidéo de Tshisekedi sans ajouter le commentaire. Querelle dans la basse-cour des impérialistes. Ce sont tous des impérialistes, des anti-panafricanistes. Ce sont tous des pupilles du colonialisme occidental qui se chamaillaient devant vous à Kinshasa. Ne vous laissez pas emporter dedans. Tshisekedi n'est pas devenu panafricaniste. Tshisekedi n'est pas devenu révolutionnaire. Tshisekedi, vous pouvez le faire plonger dans l'eau 10 fois. Il ne se transformera jamais en Lumumba. Il ne se transformera jamais en Moulele. Il ne se transformera jamais en Laurent Désiré Kabila. Le séjour d'un morceau de bois mort dans l'eau n'en fera jamais un crocodile, dit le proverbe. Donc arrêtez de prendre la moindre pirouette de Félix pour un acte héroïque. Il n'a rien fait d'héroïque. C'est une querelle à l'intérieur de la même maison impérialiste. Vous avez compris?
s'il avait le courage de travailler à la libération du Congo, il identifierait le système géopolitique qu'il y a derrière le Rwanda. Et il construirait des alliances géopolitiques pour contrer le système géopolitique rwandais. Pour le dire en termes très clairs, si Tshisekedi voulait authentiquement libérer le Congo, il construirait une alliance avec la Chine et la Russie pour combattre le Rwanda. Parce que le Rwanda est en alliance avec les grandes puissances de l'OTAN pour combattre le Congo. Je recommence une deuxième fois. Si Félix Tshisekedi voulait réellement combattre le Rwanda et déloger le Rwanda à travers le M23 du Congo, il construirait une alliance avec des puissances qui sont capables de faire reculer le Rwanda et les puissances qui sont derrière le Rwanda. Il construirait une alliance géopolitique en s'appuyant notamment sur la Chine, en s'appuyant sur la Russie, en s'appuyant sur l'Angola. L'Angola, c'est une puissance qui peut être fiable en ce sens. C'est comme cela que Laurent Désiré Kabila a fait reculer les Rwandais. Quand il a été attaqué, Kabila, par le Rwanda, c'est l'alliance qu'il a construite qui lui a permis de les faire reculer. Il a construit une alliance avec le Zimbabwe de Mugabe. Il a construit une alliance avec l'Angola d'Eduardo dos Santos. C'est comme ça qu'il a fait reculer l'armée rwandaise. C'est comme ça qu'il a fait reculer la rébellion qui se proclamait congolaise, mais qui était en réalité le cheval de Troie du Rwanda à l'intérieur du Congo, du régime Kagame, pour tout dire. Donc, on arrête de vous mentir avec cette vidéo. Si vous avez publié cette vidéo sur votre page, ajoutez le commentaire. La manipulation des impérialistes contre le peuple congolais. Il n'y a pas son bon dedans. Il y en a un qui est là pour les trésors du Congo, et puis il y a l'autre qui est là pour les trésors de la présidence du Congo. Aucun d'entre eux n'est là pour le peuple congolais. Écrivez ça. Écrivez. Vous êtes près de 6000 personnes à suivre cette émission. Écrivez ça. Ils ne sont pas là pour le Congo. La conférence de presse que vous avez vue à Kinshasa ne porte pas sur les intérêts du peuple congolais. Il s'agit d'une querelle à l'intérieur d'une cour entre une puissance impérialiste et un poulain de l'impérialisme. Le poulain dit « Punissez mon camarade poulain, Kagame. Kagame est un poulain de l'impérialisme comme moi et il m'attaque alors que nous sommes tous vos enfants. » Et puis les grands maîtres impérialistes lui disent « Mais nous-mêmes, on lui a demandé de t'attaquer. Comme ça, on va pouvoir avoir facilement ce que tu possèdes. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas ta paix. Ce qui nous intéresse, ce sont les richesses qu'il y a dans ton pays. Pour les avoir moins cher, voire gratuitement, il faut que tu sois toujours en guerre. Ça, c'est décidé depuis l'assassinat de Lumumba jusqu'à l'instant où je vous parle. De l'assassinat de Lumumba jusqu'à ce jour, la décision est là. Il ne faut jamais que le Congo soit en paix, car la paix du Congo signifie la valorisation des richesses faramineuses de ce pays, et cela signifie le non-accès des pilleurs occidentaux aux faramineuses richesses de la terre africaine du Congo. Alors la récession économique massive. Il faut donc une réponse géopolitique d'ampleur pour libérer le Congo. Et Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation. Alors je vois parfois aussi le leader, le président élu, c'est lui le président élu, Martin Fayulu, qui est lui-même aussi dans une espèce de naïveté. Je le vois souvent aussi dans une espèce de naïveté, je le lui dis. En tant qu'analyste politique, je le trouve aussi passablement naïf en croyant qu'il y a des forces vertueuses en Occident qui vont l'aider à prendre le pouvoir au Congo. Wallahi, Martin Fayulu, cher aîné, jamais ils vont vous aider. Jamais ils ne vont vous aider à prendre le pouvoir. C'est vous, le peuple congolais, les forces patriotiques à l'intérieur du peuple congolais et les alliances avec le monde anticolonialiste, le monde anti-impérialiste. Il n'y a pas d'autre possibilité pour le Congo que d'élaborer une stratégie d'alliance dans le cadre du monde multipolaire. Je vois parfois le président Fayulu, quand le pape vient, lui aussi il est là, dans une espèce de dévotion, le pape ne va rien faire. Il ne va rien faire. Votre appartenance à l'église catholique, etc., ça c'est votre religion, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas ça qui va changer les choses. Vous pouvez essayer de passer pour un leader moral, quelqu'un qui aime les droits de l'homme. Ça n'impressionne pas les Occidentaux. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que vous allez accepter qu'ils pillent le Congo? S'ils ont la conviction que vous allez accepter qu'ils pillent le Congo, ils peuvent étudier votre carte. Ils peuvent voir dans quel cas vous utilisez. Mais si vous ne comptez pas participer au pillage du Congo, Monsieur le Président Martin Fayulu, quittez des plans de politique bourgeoise à Kinshasa. Entrez dans la politique historique. Entrez dans la politique historique, la politique des masses, la politique des grandes alliances géopolitiques, des grandes alliances géostratégiques. Il n'y a que ce chemin-là
qui vous permettra de réussir à poursuivre le combat là où Lumumba, là où Laurent Désiré Kabila l'ont arrêté. Et je ne sens pas que vous savez que c'est ce que vous avez à faire, qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas de chemin par une politique bourgeoiso-bourgeoise pour sauver le Congo. Il faut une révolution populaire inspirée de la civilisation africaine et des leçons de l'histoire. Une révolution populaire inspirée de la civilisation africaine et des leçons de l'histoire. Voilà ce dont le Congo et l'Afrique ont besoin. Mes chers amis, ça fait 1h26 que je vous entretenais. J'espère que je vous ai présenté les 2 tableaux de la conférence de presse. L'idylle, le mariage et ensuite la bagarre. J'espère que je vous ai bien montré qu'au départ, ils ont voulu nous tromper. Ils ont voulu passer pour 2 bons amis, 2 mariés. Ils ont voulu passer pour un couple parfait dans lequel il n'y a jamais de querelle. Seulement, les forces ancestrales de l'Afrique, les forces ancestrales du Tout-Puissant se sont manifestées. Le peuple congolais en souffrance, sa voix a réussi à pénétrer, à faire effraction et à révéler leur mésentente, leur querelle de cour. Non, Tshisekedi n'est pas devenu panafricaniste. Non, Tshisekedi n'a pas fait la fierté de l'Afrique, car il n'est pas à la hauteur de l'exploitation que subit le Congo. Il n'est pas à la hauteur du problème que subit le Congo. Parce que sa hauteur à lui, c'est le pouvoir. Rester au pouvoir, garder le pouvoir, faire au moins 2 mandats. C'est tout ce qui intéresse Tshisekedi. Ce n'est pas le Congo. C'est pour ça qu'il est capable d'aller célébrer tranquillement des mariages en rigolant quand l'armée congolaise est en brousse. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que quand vous voyez Tshisekedi, son visage respire l'insouciance. J'ai jamais vu un chef d'État d'un pays en guerre dont le visage respire autant le contraire de ce qu'il y a dans son pays. Quand vous voyez Tshisekedi, est-ce que c'est un chef d'État d'un pays en guerre? Prenez seulement mon visage là. Mon visage là, ça peut mieux correspondre à celui d'un chef d'État d'un pays en guerre. Je parle sérieusement, mais Tshisekedi, il parle même, vous vous demandez s'il lui a un micro en ce qu'il dit. Non, nous voulons ceci, nous voulons cela, nous voulons... En fait, lui, on devrait l'envoyer dans les pavillons psychiatriques, là où il y a les gens qui ont des problèmes de sommeil. Là. On lui donne la parole. On dit, monsieur Tshisekedi, vous êtes arrivé, parler. Il y a des gens qui ont du mal à dormir ici. Voilà, vous revenez même 15 minutes après, tout le monde dort. Ça dort, ça ronfle. Même sa conférence de presse. Quand vous écoutez ça, là, j'écoutais ça la première fois, là, il a réussi à m'endormir. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? J'ai remis le curseur en arrière pour écouter Tshisekedi. Et puis il recommence encore. Oui, donc nous pensons, nous attendons qu'il y ait des investissements. Vraiment, tout est relancé. J'ai recommencé encore. Je dis, aïe, 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 il est en train de m'avoir. Mais dis donc, là, c'est pas possible. J'ai dû boire au moins 4 gorgées d'eau pour le suivre d'un bout à l'autre. Pour le suivre d'un bout à l'autre. Tshisekedi, pour écouter ses interventions, il faut être vigilant. Hein. Tu dors. C'est un somnifère, ce type-là. Parce qu'il ne croit pas en ce qu'il dit. Il ne croit pas en ce qu'il dit. Ah, il a sauté sur la petite dame qui lui a posé une question, la journaliste, il a sauté là pour la fatiguer. Alors que, ouais, il se plaint de Kagame. Oui, Kagame, mais il faut parler de vos deals avec Kagame. Vous étiez entendu sur quoi au départ? Parce que Kagame, lui aussi, il se comporte là comme quelqu'un qui a été trahi dans le deal. C'est souvent comme ça que Kagame présente aussi la situation. Vous lui avez promis qu'il allait participer aux choses du Congo, au trésor du Congo. Vous lui avez promis ça, oui ou non? Sinon, pourquoi il vous soutenait au départ? Parce que Kagame, on sait très bien que c'est un homme pragmatique. Il est intéressé. Il sait que le Rwanda n'est pas riche en ressources naturelles. Donc, le Congo l'intéresse. Vous avez vu, il envoie son armée jusqu'au Mozambique. Mais le Mozambique est hyper riche en gaz. Kagame n'est pas fou. Il envoie son armée là-bas, aider l'armée mozambicaine à lutter contre les terroristes. Et puis en retour, on le paye en nature. Il ramène du gaz pour son pays. Kagame, c'est ce qui s'en va faire dans le pays des gens. Quand il envoie son armée quelque part pour aider quelqu'un, vous le payez. Et c'est comme cela que Kagame abonde les caisses du Rwanda. Alors, s'il le faisait dans le cadre de contrats, on va dire légaux, légitimes, de contrats francs, qui ne se font pas dans le dos des peuples, c'est légitime, c'est cela ce qu'on appelle la coopération internationale. C'est cela la coopération internationale. Mais le problème, c'est qu'il est même capable de mener la guerre dans le pays des gens pour les obliger à lui donner leur richesse. C'est la limite. On a beau avoir une certaine admiration pour son talent comme manager. Moi, j'ai à plusieurs moments souligné le fait qu'il avait des qualités de manager, de gestionnaire d'État.
il a des qualités indéniables en ce sens. On ne peut pas accepter que Paul Kagame constamment soit mêlé à la déstabilisation du Congo. Ça fait quand même trop longtemps. Depuis le milieu des années 90, constamment, chaque fois qu'il y a un dirigeant à Kinshasa qui ne fait pas ce que lui, Kagame, veut, la rébellion progresse à l'est du Congo. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est lui qui est le M23. Tous les Rwandais honnêtes, même les Rwandais qui sont membres du parti au pouvoir, savent que c'est leur patron qui attaque le Congo. Là-dessus, maintenant, tout le monde est d'accord que c'est lui qui attaque. Mais à un moment donné, il faut que, au Rwanda, les gens se demandent comment continuer à construire l'État rwandais sans en faire un État qui va être un État qui vit de la déstabilisation de ses voisins. Il faut trouver un autre modèle de développement pour le Rwanda, là. C'est un vrai problème intellectuel qui se pose aussi au Rwanda. Comment vivre d'autre chose que la déstabilisation des voisins? Comment trouver une nouvelle intelligence économique, une nouvelle coopération économique mutuellement bénéfique avec les voisins sans utiliser les techniques de déstabilisation? C'est fondamental. Et ça, c'est un problème fondamental que l'intelligentsia rwandaise et le pouvoir rwandais doivent adresser. Ils doivent faire face à ce problème. Comment devenir un État pacifique et en même temps prospère? Parce que vous avez besoin de ressources pour vous occuper de votre population. Je le comprends. C'est légitime. Comment négocier des accords favorables de coopération économique avec les voisins? Moi, je pense que le Congo ne perd rien à avoir une bonne coopération économique avec le Rwanda, mais il ne faut pas que ça se fasse par la guerre, la rapine, l'intimidation, les menaces de mort, la traque de tous ceux qui ne pensent pas comme M. Kagame. Attention! C'est comme ça qu'on installe un dictateur et une calamité dans toute une sous-région. Mais ceux qui ont regardé la conférence de presse et qui commencé à se promener sur les réseaux sociaux, fiers de moi, vraiment, s'il vous plaît, arrêtez un peu. Ici, étudier Kinshasa, à la fois, vous allez comprendre que c'est une tempête dans un verre d'eau. Et ensuite, par respect pour nos amis, c'est une tempête dans un verre d'eau. Je voulais simplement vous dire qu'on est ensemble. Soza Elongo, Tuko Pamoja, Tuji Pamwa, Betukere Kimbuka. Wachiwara papa.